Aujourd'hui, nous étudions une affaire de la fin du XVIIIe siècle. Alors installez-vous confortablement pendant que nous partons pour l'Angleterre. James Ackman était né en 1752 dans la ville de Gosport, dans le comté de Hampshire. Il était le fils de parents respectables mais autrement sans particularité, qui avaient prévu pour lui une carrière dans le commerce. Cependant, dès son plus jeune âge, il est devenu évident qu'il était mal adapté aux routines régulières et à la discipline patiente qu'exigeait la vie d'un marchand. Il était agité, impulsif et possédait un tempérament trop instable pour le monde mesuré des registres de boutiques, des inventaires et des négociations polies, et il était clair que ses énergies ne pouvaient pas être confinées dans les attentes étroites du commerce. Constatant que leur fils réussirait difficilement derrière un comptoir, les parents de James décidèrent de lui chercher une voie plus adaptée. Grâce à quelques sacrifices, ils achetèrent une commission dans le 68e régiment d'infanterie, pensant que la discipline de la vie militaire canaliserait son tempérament plus positivement. Le 68e régiment d'infanterie était un régiment de ligne britannique, surtout chargé de garnison et de services de routine au Royaume-Uni. Créé en 1758, il ne menait plus de campagne à l'étranger dans les années 1770, mais était stationné en Grande-Bretagne et en Irlande, assurant maintien de l'ordre, entraînement des recrues et présence militaire visible dans villes et casernes. Ce n'était ni une affectation prestigieuse ni une voie rapide vers l'avancement, mais pour un jeune homme aux perspectives incertaines, cela offrait de la stabilité, un grade modeste et la respectabilité apparente d'une commission d'officier. Bien que l'armée lui ait apporté une certaine structure, ses manières étaient déjà courtoises et agréables, et celles-ci furent encore affinées par les exigences du comportement d'un officier. Pourtant, en vérité, il n'était ni ambitieux ni particulièrement doué en tant que soldat, et bien qu'il accomplisse ses devoirs sans se plaindre, il laissa peu d'impression à ceux qui l'entouraient, et sa carrière militaire resta celle d'une discrète médiocrité. Il fut envoyé dans la ville marchande de Huntingdon, dans le cadre d'un détachement de recrutement standard, ce qui, à tous égards, n'était qu'une affectation sans importance. À la campagne, près de la ville, se trouvait Hinchingbrook House, l'immense demeure ancestrale de John Montagu, 4e comte de Sandwich. Ce n'était pas un père ordinaire. Il était l'un des plus hauts officiers de l'État, un pilier de l'amirauté et un homme dont l'influence politique s'étendait profondément au sein du gouvernement. Il tenait une maison ouverte à Hinchingbrook et les gentilshommes locaux, y compris les officiers militaires de passage, étaient souvent invités à y dîner. C'est lors de dîners chaleureux et en bonne compagnie que Jacques rencontra pour la première fois Mademoiselle Martha Rake. Elle était posée et s'exprimait avec une confiance tranquille. Bien que leur échange ait été bref, cela suffit à attirer l'attention de Jacques et à la fixer dans ses pensées. Mademoiselle Ray avait vécu dans la propriété de Lord Sandwich près de 20 ans. Elle était la fille d'un corsetier de Covent Garden et, jeune fille, elle avait travaillé comme apprentie chez une couturière à Clerkenwell. Elle n'avait aucun titre ni fortune, mais elle possédait une grande beauté et un talent remarquable pour la musique. Avant d'avoir atteint l'âge de 14 ans, elle avait déjà attiré l'attention du comte, qu'il avait retiré de sa place dans l'atelier de couture et lui avait offert une éducation ainsi qu'une vie confortable à Hinchingbrook House. Lorsqu'elle atteignit sa majorité, elle devint sa maîtresse, et au cours des années suivantes, elle donna naissance à 9 enfants. Cependant, elle n'était pas seulement sa maîtresse dans la vie privée, elle l'était aussi dans sa vie publique. Mademoiselle Ray fréquentait des cercles raffinés. Malgré l'irrégularité de sa position, son amour de la musique et son association avec un homme influent lui donnaient un accès aux théâtres musicaux de Londres et aux concerts qui étaient souvent organisés à Hinchingbrook. On la voyait souvent parmi les dames les plus élégantes et les mieux introduites de Londres, et elle était admirée non seulement pour ses talents, mais aussi pour la facilité avec laquelle elle avait réussi à s'imposer dans une société qui lui avait autrefois semblé hors de portée. Quand M. Ackman rencontra Mademoiselle Ray, elle était déjà une femme assurée, raffinée, instruite et avait plusieurs années de plus que lui. Pourtant, il tomba presque immédiatement éperdument amoureux d'elle. Peut-être était-ce sa présence calme, la façon dont les autres l'admiraient, ou bien l'idée qu'il se faisait qu'il pouvait lui offrir une vie différente, quelque chose de plus durable, de plus respectable. Quelle qu'en soit la raison, ses sentiments devinrent rapidement quelque chose qu'il ne pouvait plus contrôler.
Bien que mademoiselle Ray soit restée sous le patronage de Lord Sandwich, il devint vite notoire qu'elle acceptait et encourageait activement les avances de Monsieur James Ackman. Cela dura 2 ou 3 ans, mais en raison des obligations militaires de Monsieur Ackman, il était souvent contraint de s'absenter pendant de longues périodes. Cette absence lui causait une douleur émotionnelle difficile à maîtriser. Mais il lui écrivait souvent pour lui proposer le mariage, affirmant vouloir officialiser leur lien de la façon la plus sacrée. Mademoiselle Ray cependant refusait toujours, pas forcément par manque d'affection, mais pour des raisons plus pratiques. Elle ne le considérait pas comme un homme de son rang, et bien que le comte lui-même ait rencontré quelques difficultés financières, elle n'a jamais considéré M. Ackman comme un prétendant sérieux pour le mariage. Finalement, cependant, elle réussit à le convaincre de quitter l'armée et de prendre les ordres sacrés, une décision qui correspondait à ses inclinations et lui permettait d'avoir une vie plus stable. Qu'il ait accepté cela par véritable vocation ou simplement par désir de se rendre plus respectable et donc plus acceptable aux yeux de mademoiselle Ray, il est impossible de le dire. Mais il fut finalement envoyé prêcher à l'église de Witherton, un charmant village tout près de la côte nord du Norfolk. Au cours des années suivantes, leur amitié se poursuivit et les sentiments de M. Ackman pour mademoiselle Ray ne firent autre que grandir. Il lui écrivait et lui rendait visite aussi souvent qu'il le pouvait, espérant toujours qu'elle accepterait de l'épouser. Mais elle continuait de refuser et finalement, son désespoir le submergea. À tel point que certains commencèrent à s'inquiéter que ce rejet constant le pousse à montrer des signes de folie et d'instabilité mentale. Certains de ses amis le considéraient comme un gentilhomme égaré, pensant que bien que mademoiselle Ray ait d'abord accueilli son admiration, peut-être flattée par celle-ci, elle ne lui avait jamais montré que de la gentillesse polie et de la tolérance, sans jamais lui offrir de véritables signes d'affection ou d'intérêt romantique. James visitait souvent Londres. Il disait à ses amis que la raison pour laquelle il s'y rendait était de tenter d'oublier mademoiselle Ray, car plus il luttait pour réconcilier ses sentiments, plus il semblait être entraîné dans une tourmente émotionnelle dont il ne pouvait ni s'échapper, ni se maîtriser. Au début du mois d'avril 1779, il retourna à Londres et prit une chambre à Duke's Court, juste à côté de St. Martin's Lane. Bien qu'il fût déjà au courant que mademoiselle Ray avait noué une relation avec William Hanger, un gentleman de lignée distinguée, comme James se trouvait désormais à Londres, il entendait fréquemment des récits de leurs apparitions publiques ensemble, ce qui ne faisait qu'accentuer sa détresse. Le matin du mercredi 7 avril, il passa plusieurs heures seul à lire des sermons. C'était comme s'il essayait de se ressaisir et de ne pas se laisser distraire par d'autres choses. Cependant, il apprit que mademoiselle Martha Ray assisterait au théâtre de Covent Garden ce soir-là, accompagnée de son amie, la chanteuse Señora Gali, pour voir l'opéra comique L'amour au village. M. Ackman était déterminé à revoir mademoiselle Ray, alors il mit ses plus beaux vêtements et se rendit au théâtre. Avant d'arriver, il s'arrêta à une courte distance en la voyant descendre gracieusement de sa calèche. Elle paraissait posée et rayonnante, habillée avec son élégance habituelle, sa présence captivant tous ceux à proximité. Pendant un instant, il se contenta de la regarder, frappé peut-être par la distance qu'elle semblait soudain mettre entre eux, même si elle se tenait si près. Une fois sortie, elle se dirigea vers le théâtre et vers sa loge. James acheta alors un billet et entra dans l'auditorium bondé. Mais il n'arrivait pas à se concentrer ni à maîtriser ses émotions, alors il partit. Il retourna à son logement, mais alors qu'il était seul avec ses pensées, il prit 2 pistolets de leur étui, les chargea soigneusement et retourna à Covent Garden, où il attendit la fin du spectacle. Alors que mademoiselle Ray sortait du théâtre et s'apprêtait à monter dans sa voiture, M. James Ackman se fraya un chemin vers elle. Puis il leva un pistolet et tira directement sur la dame sans défense. La balle l'atteignit à la tête et elle s'effondra instantanément. Il pointa alors l'autre pistolet sur lui-même et tira. Mais la balle ne fit qu'une éraflure superficielle, alors il commença à se frapper lui-même à la place. Et pendant qu'il le faisait, il criait qu'il ne voulait pas que sa vie continue. La scène était chaotique. Monsieur McNamara, qui aidait mademoiselle Ray à monter dans sa voiture, pensa d'abord qu'elle s'était évanouie et tenta de la relever, découvrant avec horreur qu'elle était morte. Le chirurgien Monsieur Denis O'Brien a examiné son corps et confirmé rapidement que le coup de feu était fatal.
Monsieur Hackman, aidé par des hommes de la foule, a été arrêté par le policier et conduit à la taverne Shakespeare pour un premier interrogatoire. Le meurtre de Martha Ray a causé une onde de choc général. C'était une dame qui ne s'était jamais mariée et dont la place dans la société avait toujours été ambiguë, admirée par beaucoup, méprisée par certains. Mais ce n'était pas une femme qui cherchait l'attention ou qui s'était mêlée à des scandales. Elle avait vécu discrètement, élevé ses enfants sans jamais montrer d'inconvenance. Les journaux débattaient de la tragédie. Certains décrivaient M. Hackman comme une victime détruite par le tourment amoureux. Certains le considéraient comme illusionné et complaisant, exprimant peu de sympathie pour ce qui pourrait désormais lui arriver. Le lendemain, le révérend James Hackman fut présenté devant Sir John Fielding au tribunal de Bow Street pour être interrogé au sujet du meurtre de mademoiselle Martha Ray. Pour le protéger de la curiosité du public et des remarques cruelles, Sir John organisa l'audition à huis clos. M. Hackman avait des blessures visibles à la tête et il était manifestement en grande détresse. Son agonie et son tourment émotionnel rendaient difficile au magistrat de commencer la procédure. Sir John s'adressa à M. Hackman avec compassion, l'exhortant à se calmer et à affronter la situation du mieux qu'il pouvait. Il lui rappela qu'il avait encore beaucoup à endurer et, malgré les efforts de M. Hackman pour rester calme, il s'effondrait souvent et devait se ressaisir avant que la procédure reprenne. À la fin de la séance, l'accusation fut lue et Sir John Fielding déclara qu'il y avait assez de preuves pour juger James Hackman pour le meurtre de mademoiselle Martha Ray. Suite à cela, d'une manière polie et modeste, un M. Hackman en larmes acquiesça et beaucoup de personnes dans la salle semblaient avoir pitié de lui malgré la gravité de son crime. Sir John Fielding lui déclara qu'il aurait préféré le garder en détention, mais qu'il fallait le transférer à la prison de Newgate. M. Hackman acquiesça et demanda au magistrat s'il pouvait être gardé seul plutôt qu'avec les autres prisonniers. Sir John accepta cette demande et insista pour qu'il soit traité avec le respect dû à son statut social, mais lui rappela que, puisqu'il avait tenté de se donner la mort, il ne pouvait pas être laissé seul. Alors que le prisonnier était emmené, Sir John le regarda et dit « Que Dieu vous protège, monsieur ». M. Hackman répondit « Que Dieu vous bénisse, monsieur ». Il fut ensuite emmené en voiture à la prison de Newgate pour attendre son procès à la prochaine session de l'Old Bailey. Le matin du vendredi 16 avril 1779, le procès de James Hackman commença à l'Old Bailey. Il était accusé d'avoir assassiné mademoiselle Martha Ray devant le théâtre de Covent Garden et il plaida non coupable. M. McNamara, premier témoin, déclara qu'en aidant mademoiselle Ray à monter en voiture, il entendit un coup de feu. Il déclara que mademoiselle Ray porta alors la main à son front et s'effondra avant qu'il n'entende un second coup de feu. Regardant le juge, il ajouta qu'il avait cru mademoiselle Ray évanouie en la voyant tomber et tenta de l'aider à se relever. Il réalisa alors que ses mains étaient ensanglantées. Il affirma qu'avec d'autres hommes, il l'avait emmenée à la taverne Shakespeare. Il ajouta avoir vu M. Hackman arrêté et lui avoir demandé pourquoi il avait tiré sur la dame, ce à quoi M. Hackman répondit que ce n'était pas le lieu pour cette question. M. McNamara déclara ensuite que lorsqu'il annonça à M. Hackman qu'elle était morte, celui-ci réagit avec une détresse visible. M. Anderson a déclaré avoir vu M. Hackman s'approcher de mademoiselle Ray avec 2 pistolets, en tirer un puis retourner l'autre contre lui-même, tirer et s'effondrer. Le témoin suivant, M. Mahon, apothicaire, pensait d'abord à un duel, mais en voyant M. Hackman se tirer dessus, il a compris qu'il s'agissait d'autre chose et a aidé avec un agent de police à le maîtriser. M. O'Brien, chirurgien présent au théâtre ce soir-là, a affirmé avoir examiné mademoiselle Ray et qu'à son avis, elle était morte sur le coup. Il a dit à la cour que la balle était entrée dans son front et s'était logée derrière son oreille gauche. Après la présentation du dossier par l'accusation, le juge Blackstone invita M. Hackman à s'exprimer. Il a lu un document qu'il tenait en main disant qu'il n'avait pas plaidé coupable au départ parce qu'il estimait qu'il était nécessaire que la cour et le public comprennent pleinement ce qui s'était passé. Il a reconnu l'acte et exprimé de profonds remords. Il s'est décrit comme un homme misérable, poussé par une passion et un désespoir accablant. Il a affirmé qu'il n'entendait pas fuir la punition et accepter les jugements du tribunal comme la volonté de Dieu.
Monsieur Davenport, qui a représenté Monsieur Ackman, a soutenu que son client souffrait de folie et que le crime n'était pas prémédité. Pour étayer cela, il a lu à voix haute la lettre trouvée dans les poches de Monsieur Ackman et adressée à son beau-frère et ami, Monsieur Frederick Booth. Dans cette lettre, Monsieur Ackman avait écrit qu'il avait lutté contre la folie mais qu'il ne pouvait plus supporter le tourment. Il a demandé pardon et avait écrit qu'il espérait trouver la paix dans la mort. Le juge Blackstone a résumé les preuves pour le jury, qui a ensuite été invité à délibérer, mais ils sont rapidement revenus avec un verdict de culpabilité. Le juge a alors condamné M. James Ackman à la pendaison et lui a dit que son corps serait ensuite remis au chirurgien pour dissection, comme l'exigeait la loi. Le matin du 19 avril 1779, James Ackman fut conduit à la potence à Tyburn. Il était entouré de membres du clergé et paraissait très affecté lors de la procession. Il parla peu mais pria beaucoup et, après quelques brèves paroles d'adieu à ceux qui l'entouraient, il monta sur la charrette. La corde fut fixée, la charrette retirée et James Ackman fut pendu. L'affaire de James Ackman fut jugée à la fois tragique et extraordinaire. Certains l'ont comparée à une affaire similaire en Irlande où un jeune homme exécuté pour un crime passionnel avait suscité une immense sympathie du public. Son crime a suscité des réflexions sur l'intensité de l'amour non partagé et le pouvoir dangereux d'une émotion sans raison. Il a été écrit que, si les poètes peuvent idéaliser le rejet, un amour repoussé se transforme souvent en amertume et que, sans retenue, de telles émotions peuvent conduire à des conséquences terribles. Bonjour à tous et merci beaucoup de m'avoir écouté. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours et j'espère vous retrouver tous dans le prochain Briefcase.